On vit une vraie révolution dans le traitement des cancers. Il y a eu tant de progrès dans les concepts et leur application dans les traitements en hématologie et en cancérologie, au point que l'idée que la majorité des cancers pourraient être guéris dans un avenir proche ne paraît pas farfelue. Philippe Casassu est donc notre intervenant ce soir. C'est quelqu'un d'une extrême compétence, professeur émérite en thérapeutique, hématologue, docteur en histoire. Et le point de départ de son webinaire se situe dans le dernier chapitre de ce livre que je vous présente à côté, Petite histoire de la médecine, qui vient d'obtenir le prix Littré. C'est un monsieur qui écrit beaucoup de livres tout le temps, et en particulier ceux-ci, je vous en cite quelques-uns au hasard, avec ce traité d'hématologie là m'a accompagné toute ma vie professionnelle. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'était pour moi une vraie bible d'hématologie. Merci pour cette présentation bien élogieuse. Je vais tâcher d'être à la hauteur et en particulier, comme j'ai toujours tendance à être bavard, ma crainte c'est de dépasser un peu les temps, donc peut-être que parfois j'accélérerai un petit peu les choses. Et mon objectif, c'est effectivement de faire passer mon enthousiasme pour ce qui se passe dans le traitement en hématocancérologie. Alors, l'hématologie, c'est un peu une branche de la cancérologie, un peu particulière, hein. C'est certaines maladies malignes, les leucémies, les lymphomes, puis je vous parlerai un peu plus du myélome, je reviendrai tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, j'étais hématologue, je suis à la retraite depuis 5 ans j'ai connu au cours de toute ma carrière déjà une évolution assez, assez enthousiasmante des progrès dans ma discipline. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis que je suis à la retraite, ça explose complètement. Il y a 5 ans, il y a vraiment eu une étape de plus. J'ai tendance à résumer l'histoire du traitement en hématocancérologie en disant que c'est né à peu près au milieu du XXe siècle, que jusqu'aux années 1960-70, on était dans la préhistoire du traitement en hématocancéro. Ce que j'ai connu quand j'ai commencé ma carrière dans les années 70, fin des années 70-80, c'est c'est le Moyen Âge de la thérapeutique. Et puis, on est arrivé dans l'ère moderne des traitements avec déjà des progrès énormes dans les années 90 jusqu'à 2010. Et maintenant, c'est l'avenir qui se met dans le présent. Enfin, c'est assez extraordinaire. J'illustre ça déjà par cette courbe qui donne entre 1980 et 2010 l'évolution de la fréquence des cancers, toujours un peu plus chez l'homme que chez la femme, et vous voyez parallèlement l'évolution de la mortalité. On voit que la fréquence ne cesse d'augmenter. Alors ceci dit, il y a une explication qui est pas difficile à comprendre, c'est que le cancer est de plus en plus fréquent au fur et à mesure que l'âge avance. Or, il y a une étude que j'avais vue, une statistique qui montrait que entre 1980 et 2010, donc en 30 ans, l'espérance moyenne de vie des Français avait augmenté de 9 ans et demi. Donc, il y a une augmentation très nette de, de la durée de vie, donc une proportion plus importante de sujets âgés et donc inévitablement une proportion plus importante de cancers. Eh bien, malgré cette évolution importante des cancers, vous voyez que la mortalité diminue. Ça se voit encore sur cette courbe. On voit un certain nombre de cancers. On voyait toujours l'un des plus méchants, c'est le cancer du poumon. Il n'y a pas le pancréas qui est encore plus méchant. Il y en a qui sont moins méchants comme prostate. Le cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le cancer du sein. Et vous voyez entre la partie bleue et la partie jaune, donc l'évolution en 15 ans, que pratiquement, enfin que toujours, il y a une amélioration de l'espérance moyenne de vie. Sauf pour le cancer du col de l'utérus, mais c'est facile à expliquer, parce que pour ce cancer, il y a
il y a la vaccination anti-papillomavirus qui diminue, qui permet de prévenir un certain nombre de cancers. Et puis surtout, avec les dépistages en gynécologie, eh bien, on dépiste des lésions précancéreuses. Donc, ça permet d'éviter l'apparition de cancer. Et donc, il y a moins de cancer du col de l'utérus. Mais alors, quand il y en a, il est un peu plus grave qu'avant. Donc, la mortalité globale a diminué, mais le taux de mortalité a augmenté inévitablement. Encore une courbe qui montre l'évolution. Vous voyez, entre 1980 et 2010, encore l'évolution des cancers du sein chez la femme. On voit une très, très, très nette progression, alors que on voit diminuer progressivement la mortalité. Alors, d'où viennent ces progrès? Alors, il y a des choses qui ont fait progresser avant le traitement. Je ne vais pas trop m'étendre, je vais en parler un petit peu, mais je vais surtout vous parler donc de ces trois chapitres concernant les traitements. Alors, déjà, en ce qui concerne ce qui guide le pronostic, bon, il y a la masse tumorale. Bon, ça paraît évident. Plus une tumeur est grosse, plus on comprend que ça soit difficile à traiter, et plus surtout, il y a une particularité des tissus cancéreux, c'est qu'ils ont tendance à, de temps en temps, détacher des cellules, à les envoyer se balader, et ça donne les métastases, dont bien sûr la gravité est beaucoup plus grande. Elles vont se loger dans divers endroits, le poumon, le cerveau, le foie, etc. Eh bien, il est évident que ça augmente considérablement, ça aggrave considérablement le pronostic. Donc ça paraît assez logique. Plus la tumeur est grosse, plus il y a plus elle a duré, plus elle risque d'avoir entraîné une métastase. Le type histologique, on sait depuis longtemps que ça a un rôle important. Alors c'est un rôle important parce que pour un cancer donné, il peut y avoir plusieurs types histologiques qui n'ont pas la même gravité. Il y a plusieurs sortes de cancers du poumon, ils ne sont pas tous aussi graves les uns que les autres. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'à partir de l'histologie, certains étaient plus ou moins sensibles à tel ou tel traitement. Donc ça a aidé le thérapeute pour la sélection des traitements adaptés à tel type, sous-type histologique d'un cancer. Les signes d'évolutivité, bon, je vais passer, mais plus un cancer est grave, plus il donne des signes cliniques. Bon, on connaît l'amaigrissement, le manque d'appétit, la fièvre, bon, des signes inflammatoires aussi. Tout ça, c'est lié à la masse tumorale, mais pas seulement. C'est aussi lié à certaines formes d'histologie qui sont un peu plus évolutives, comme on dit. Les marqueurs biologiques, alors ça, je reviendrai beaucoup plus à la fin de mon exposé, en particulier les récepteurs de membrane. J'y reviens dessus, et donc ça permet à la fois de révéler des pronostics différents, mais c'est ce qui est nouveau depuis 10 à 15 ans, des cibles de traitement différents et des cibles particulières à un tissu donné. Alors le terrain, c'est bien sûr pas négligeable parce qu'on verra, il y a des traitements extrêmement efficaces, mais qui ne peuvent pas être donnés, qui ne sont pas bien supportés par tout le monde. Et donc, bon, il y a des traitements qu'on aurait aimé donner à un malade à 80 ans, 90 ans, on ne peut pas supporter n'importe quel traitement. Et puis l'état des viscères, c'est sûr que plus on augmente l'âge, plus on risque d'avoir une fonction rénale un peu altérée qui va diminuer la tolérance de certains traitements. Alors, voilà une autre courbe qui montre l'effet de ces progrès. Si vous voyez là c'est la survie globale. Alors, en médecine, on utilise volontiers ce qu'on appelle la médiane de survie. C'est le temps au bout duquel il ne reste plus que la moitié de la population. Donc ça, c'est le rôle de la masse tumorale du stade d'évolution sur la survie. Là, donc vous voyez, dans ces cancers du poumon, il y a, si vous voyez les formes, le stade 4, c'est lorsqu'il y a des métastases. Mais vous voyez, métastases avec ce cancer, ben, la médiane d'espérance de vie, c'est de l'ordre de 4 mois. Et ça s'améliore au fur et à mesure qu'on va vers des stades évolués, mais en dehors des métastases, ou des stades un peu plus évolués, mais localement, et puis des stades très localisés. Et vous voyez, dans les stades très localisés, sans signe d'inflammation, eh bien, la médiane de survie, elle est aux alentours de 6 ans. Donc voilà, on voit bien un reflet de l'importance de la masse tumorale, qui bien sûr est un élément que les médecins doivent prendre en compte et doivent bien vérifier au début de leur maladie. Là, je vais passer un peu plus sur ces éléments biologiques, mais là, qui ont beaucoup fait progresser. On sait, par la biologie, on sait dépister de façon beaucoup plus précoce. Là, je ne le développe pas, mais maintenant, même par
des études dans le sang de marqueurs génétiques, on peut arriver à dépister un cancer devant un symptôme. Il y a une publication cette année aux États-Unis qui montre ça. Quelqu'un qui vient pour des symptômes, on teste des antigènes de membrane et puis on va trouver des signes d'un cancer. Donc, ça permet de dépister un cancer plus précocement que lorsque une tumeur apparaît de façon claire. Autrefois, on faisait le diagnostic de rémission. J'ai fait un traitement, la tumeur a diminué. Ou en hématologie, j'ai fait un traitement d'une leucémie, je vois plus de cellules leucémiques dans la moelle, donc c'est parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle la rémission. C'est un terme que j'utiliserai souvent. La rémission, c'est qu'on n'a plus de traces, plus de symptômes. En hématologie, dans les leucémies aiguës, il y a des cellules leucémiques qui envahissent la moelle osseuse, qui donnent une anémie, des baisses de globules blancs, etc. Quand il y a une rémission, l'hémogramme est de nouveau normal et dans la moelle, on ne voit plus de cellules leucémiques. Ça, c'est ce qu'on obtient très souvent maintenant, au bout d'un mois de traitement, le traitement initial. On obtient la rémission, il n'y a plus rien de visible, il ne reste plus que quelques millions de cellules tumorales, cellules leucémiques dans l'organisme, mais on ne les voit pas. Eh bien, aujourd'hui, donc, on voit en comptant 200 cellules de la moelle, à peu près, quand on fait un examen de la moelle, un myélogramme, on compte à peu près 200 cellules. Sur 200 cellules, je vois aucune cellule leucémique, je dis qu'il y a une rémission. Aujourd'hui, on a des moyens, par des marqueurs de membrane, par une petite prise de sang, d'aller jusqu'à 10-4 ou même 10-5 cellules pour affirmer la rémission, qu'il n'y a plus de traces de maladie. Et donc, s'il y a une petite trace, eh bien, on va compléter le traitement, alors qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire si on n'avait pas ces tests. Donc, vous voyez, des progrès biologiques qui aident aussi à améliorer l'efficacité. Les récepteurs, je vous en parlerai tout à l'heure. Et il y a aussi les progrès, alors je n'ai pas trop m'étendre, mais les progrès de radio, mais je vais vous montrer quelques images avec les images de TEP-scan et de TEP-IRM, scanner IRM. Qu'est-ce que c'est que le TEP? C'est lorsqu'on combine le scan ou l'IRM à une injection d'un produit qui va se mettre sur les tissus inflammatoires, les tissus en activité. Et vous voyez par exemple dans ce TEP-IRM, donc, bon, là, ce qu'on voit, qui est actif, ça, c'est le cerveau. Heureusement qu'il est actif, le cœur, les reins, la vessie. Bon, et là, vous voyez un petit point dans le foie. Et donc là, il y a une petite tumeur qui, par un scanner habituel, n'aurait pas du tout été visible. Et donc là, ça fait partie des progrès de l'imagerie qui permet de dépister des tumeurs beaucoup plus limitées avant qu'il y ait des symptômes. Et donc, quand on fait le bilan des localisations au début de la maladie, ben, on est beaucoup plus précis. Et puis, ça permet dans le suivi éventuellement de révéler des métastases, par exemple des rechutes. Là aussi, c'est dans le cerveau, dans le lobe pariétal, là aussi, encore une zone, une pleine activité, donc qui est tout à fait anormale et qui témoigne d'une tumeur au niveau du cerveau. Autre progrès, donc ça, c'est ce que je vais développer après, les modifications des concepts, les progrès des chimiothérapies. Progrès aussi dans la radiothérapie. Alors, la radiothérapie, on l'utilise peut-être un peu moins qu'avant, mais il y a quand même des cancers qu'on peut traiter par radiothérapie, et même c'est un traitement important parce que sont tumeurs pas forcément opérables ou moins sensibles aux chimiothérapies. Eh bien, il y a beaucoup de progrès aussi dans la radiothérapie. Autrefois, ce qu'on utilisait, ce qui n'a encore pas très longtemps, c'est la cobalthérapie. Alors, il y avait des séances qui duraient 10 minutes par jour. Et, bon, ça agissait bien, mais ça abîmait aussi les tissus sains du voisinage. Eh bien, maintenant, on a des séances qui durent 200 millisecondes avec un ultra haut débit qui sont beaucoup plus ciblés sur le tissu pathologique. Et donc, ça réduit beaucoup les effets nocifs de ce type de traitement. Je vous donne un exemple de la radiothérapie dans les cancers du rectum. Vous voyez là aussi l'évolution au cours des années. Alors là, on est encore, j'allais dire, on n'est plus dans la préhistoire, mais on est encore au Moyen-Âge des thérapeutiques, hein, puisqu'on termine en 2008. Alors depuis, ça a encore progressé. Et vous voyez ce qu'il y avait en 1980-90, hein, une espérance de vie dans ces cancers du rectum. Alors, ces radiothérapies dans les cancers du rectum évoluaient, hein. Donc, c'est pas très bon pronostic. Et vous voyez que là, on passe aux environs d'un an et demi à maintenant, enfin, dans les années 2000,
à 3 ans, et ainsi de suite. Donc là aussi, il y a, en dehors des progrès dont je vais vous parler pour les traitements médicaux, même dans ces domaines-là, il y a eu aussi des progrès qui ont contribué à l'amélioration de la survie. Là, c'est pour donner une idée aussi des progrès dans les cancers du sein métastasés. C'est vraiment le pire qui soit, hein. C'est ceux qui vont évidemment aller très mal. Et vous voyez l'évolution. Là, on parle des courbes de mortalité entre les années avant les années 1980. La mortalité de ces cancers, c'est dans les 8-10 mois. Et puis, plus on avance dans le temps, jusqu'à 2010, vous voyez que l'espérance moyenne de vie n'est pas atteinte à 5 ans. Donc, vous voyez des progrès tout à fait considérables dans des cas quand même particulièrement graves où là, c'est les traitements médicaux qui ont progressé d'une façon tout à fait spectaculaire. Alors, pour illustrer ces projets, je vais prendre 4 exemples en hématologie et j'insisterai beaucoup plus sur les 2 derniers sur lesquels je reviendrai pour aller un peu plus au fond des choses. Là, je donne la comparaison entre ce qui se passait dans les années 70-80. Pour vous donner une idée, moi, j'ai commencé ma carrière en 79 et je quittais le service j'ai eu l'honneur d'être interne du professeur Jean Bernard, qui est un peu celui qui a fondé l'hématologie en France. Et on va voir depuis 90, mais c'est rien par rapport à aujourd'hui. Les leucémies aiguës de l'enfant, c'est les plus fréquentes. Vous voyez qu'on avait déjà des taux de réponse qui étaient intéressants, 70% de rémission complète. Donc on fait un traitement, au bout d'un mois, on examine la moelle, on ne trouve plus la maladie. Mais on sait bien qu'il en reste. Et donc on continue le traitement. On continue le traitement. Et quand j'étais interne chez Jean Bernard, en hôpital de jour, on recevait des jeunes collégiens qui venaient, qui étaient à 5-6 ans depuis la découverte de leur maladie, qui étaient en rémission complète, mais qui venaient tous les 6 mois recevoir une chimiothérapie d'entretien, comme on dit, pour réduire le risque de rechute. Et on nous disait qu'on commençait à susurrer le mot de guérison. Depuis les années 90, 90% de rémission complète, 80% de guérison. Alors, ce n'est pas 100%, il y a toujours des formes plus ou moins graves, et donc, bien de survie, bien sûr, évidemment pas atteinte. Leucémie aiguë adulte, qui est beaucoup plus méchante, il y avait 60% de rémission complète, ce qui était au bout d'un mois de traitement, il y a 60% des malades qui étaient en rémission complète. Pour ceux qui n'étaient pas en rémission complète, ça allait vite mal. Zéro guérison. Une médiane de survie de moins de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient en rémission complète, mais beaucoup rechutaient très vite. Et puis les rechutes, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de traitements pour les rattraper. Depuis les années 90, donc c'est quand même pas très longtemps après, 80% de rémission complète et on est aux alentours de 40% de guérison. Et on va voir que ça va augmenter après, avec une médiane de survie de 4 ou 5 ans. Donc, c'est pas encore du 100%, mais vous voyez, par rapport à zéro guérison, c'est quand même déjà spectaculaire. La leucémie myéloïde chronique, c'est une maladie qui, pour moi, incroyable. Quand je recevais ce malade, c'est une maladie qu'au début de ma carrière, je haïssais. Je recevais un malade qui m'était adressé par son médecin parce qu'il était malade du papier. Sur le papier, la numération, il y avait, au lieu d'avoir moins de 10 000 globules blancs, il y avait 45 000 globules blancs. Souvent, le malade, il se plaignait de rien du tout. Quelquefois, il y avait des symptômes, si ça arrive. Quelquefois, il y avait un peu d'anémie. Bon. Mais souvent, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je lui donnais à ce moment-là 1 ou 2 gélules d'hydroxyurée. C'était très, très bien toléré. Il revenait au bout de 3 ou 4 mois. Sa numération était normale. Il était tout content. Et moi, je n'étais pas content parce que je savais qu'en moyenne, en 3 ans, dans 100% des cas, ça allait devenir une leucémie aiguë mortelle en 2 mois. Voilà, c'était une maladie qui, au début, pas bien méchante et qui évoluait toujours vers une forme mortelle. Maintenant, enfin, depuis les années 90, 90, oui, 90, c'est ça. Il y a 90% de l'émission complète, pour dire que c'est pas du 100%, jamais du 100% en médecine. Guérison, 85 à 90%. Guérison.
Alors, avec une petite nuance, le traitement qu'on donne est très bien toléré, sauf par le ministre des Finances, qui a des migraines terribles. Parce que mon médicament que je donnais en moyenne pendant 3 ans, il coûtait 150 euros par mois. Et celui que j'ai donné à partir des années 90, il coûtait 2600 euros par mois, bien sûr remboursé à 100%. 2600 euros par mois à vie. Alors, on commence à, dans certains cas, en prenant des précautions, à arrêter les traitements. Quelquefois, on est amené à les reprendre, mais bon, peut-être qu'on peut en guérir complètement, mais on continue. Et pour vous donner une anecdote personnelle, j'ai pris ma retraite donc il y a 5 ans, et le premier malade à qui j'ai donné ce traitement, c'était 90. Donc, ça faisait 19 ans, voilà, 19 ans que je le suivais. Il avait toujours son traitement. Et quand il a appris que c'était la dernière fois que je prenais ma retraite, il m'a embrassé. Voilà, c'est un souvenir de cette maladie, de ces progrès thérapeutiques absolument incroyables. Alors, 2600 euros par mois, ça a été pendant 10 ans. Vous savez qu'au bout d'un certain temps, les prix diminuent. Ça diminue, mais on n'est pas à 150, on est à 800 euros par mois. Hein. Et je ne parle pas, je ne reviendrai pas tout à l'heure là-dessus, des nouveaux traitements qui existent depuis 5-6 ans, c'est avec des zéros en plus. Le myélome, qui était la maladie dont je m'occupais le plus, hein, je faisais partie, je citerai tout à l'heure, de l'intergroupe francophone du myélome, qui regroupait tous les centres français, puis les Belges et puis quelques centres suisses, et on lançait des essais thérapeutiques pour faire progresser le traitement. Eh bien, vous voyez que dans les années 80, zéro guérison, 2 ans et demi à 3 ans de médiane de survie, très 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 peu de rémission complète. Et depuis, les années 90, 45 à 50%, une médiane de survie qui est passée à plus de 8 ans, et aujourd'hui, c'est en train d'exploser complètement. Alors, les chimothérapies. Là, il y a 2 images qui vont rappeler des souvenirs à ceux qui avaient suivi le webinaire sur l'histoire de la thérapeutique, mais c'est important pour comprendre ce qui va venir après. Ça, c'est un soldat de l'armée alliée au cours de la guerre 14-18. La marine alliée en 1917 était au large de la Belgique et ils ont été canardés par l'artillerie allemande qui était à Ypres. Et c'était une guerre biologique, puisque dans les, les, les bombes, il y avait un gaz qu'on appelait le gaz à moutarde, qu'on appelait l'hypérite, puisque ça venait de Ypres, et qui a tué beaucoup de soldats, qui les asphyxiait. Et ceux qui ont survécu, donc vous voyez, il y a plein de lésions cutanées, des bulles, des érosions, etc. Il y avait des érosions dans la bouche. Mais les médecins se sont rendus compte d'une chose, c'est que les malades qui survivaient, pendant 2, 3, 4, 5 semaines, ils avaient un effondrement de leurs globules sanguins. Et pourquoi? Donc, ils ont analysé, ils ont vu que la moelle était complètement bloquée. Donc, ils ont vu qu'il y avait une toxicité sur la moelle. Et puis, au bout d'un certain temps, ça récupérait. Et donc, ils ont ensuite analysé ça et ils ont vu que, à partir de ce gaz, eh bien, on bloquait les divisions cellulaires, les mitoses, des cellules de la moelle qui donnent naissance aux globules sanguins. Et ensuite, c'est là où le génie des scientifiques, c'est qu'il y en a qui se sont posés des questions, qui ont dit, tiens, et est-ce que ça ne ferait pas pareil pour les cellules cancéreuses? Ils ont testé et ils ont vu effectivement qu'ils pouvaient bloquer les mitoses des cellules cancéreuses et même assez facilement. Et donc, ça a été la première famille de chimiothérapie, les alkylants. Et donc, il reste notamment le cyclophosphamide ou endoxan qui est encore utilisé, qui a été le premier grand anticancéreux. Le melphalan ou alkéran qui est très utilisé, qu'il est encore un tout petit peu dans le myélome, même si ça va être dépassé. Autre constatation, pareil, on a chez des religieuses au Canada qui cultivaient la pervenche et qui fabriquaient des parfums à base de pervenche, on a été frappé par le fait qu'ils avaient une baisse des globules blancs. Pourquoi? Ils ont cherché et ils ont vu qu'il y avait
dans cette famille dérivés d'alcaloïdes de la pervenche, qu'il y avait un produit qui bloquait les mitoses qui fabriquaient les globules blancs, mais on a vu aussi que ça bloquait les mitoses des cancers, en particulier des cancers hématologiques. Ça a été beaucoup plus utilisé dans les cancers hématologiques, les leucémies, les problèmes de leucémie, les lymphomes, et en particulier un lymphome particulier qui est la maladie de Hodgkin. Et je vous mets ça parce que c'est la première publication d'une guérison d'un cancer. Ça date de 1963. La première fois qu'on a guéri un cancer, c'est un cancer hématologique, le lymphome de Hodgkin, tumeur ganglionnaire, traité par ces deux médicaments et puis aussi de la radiothérapie. Et ça reste aujourd'hui l'un des cancers ganglionnaires les plus faciles à guérir. Ça a progressé. Donc, je vais passer sur les autres parce que je n'aurai pas le temps, les autres découvertes d'antimitotiques les uns après les autres. Juste celui-là est intéressant parce que là aussi, dans la logique du raisonnement, puisque ce qu'il faut, c'est bloquer les mitoses des cellules cancéreuses, ben, on voit que pour les cellules normales, il y a une vitamine qui est très importante, qui est la vitamine B12, qui est associée à l'acide folique. Et si on bloquait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, on a essayé ça et on a vu que ça marchait avec un antifolique qui est le méthotrexate. Eh bien, on bloque les mitoses des cellules cancéreuses comme on bloque les mitoses des cellules normales. Alors, il ne faut pas le donner très longtemps parce que sinon, on est en train d'enlever des dégâts, mais c'est très utilisé en combinaison avec d'autres traitements ou en alternance, notamment dans les leucémies aiguës. Donc, les chimiothérapies, ben, on voit que ça peut guérir certaines maladies, certaines leucémies, certains lymphomes graves, les lymphomes agressifs, associés à la radiothérapie, la maladie de Hodgkin et certains cancers. Après chirurgie, une chimiothérapie qui va agir sur les cellules qui ont pu éventuellement essaimer eh bien, dans le cancer du sein, du côlon, plein d'autres, ou aussi avant la chirurgie. Et on s'est rendu compte, c'est ce qu'on appelle les chimiothérapies néoadjuvantes, et que ben, quand on fait une chimiothérapie dans le cas d'une tumeur, notamment du sein qui est assez grosse, eh bien on peut la rendre accessible aux chirurgiens, ce qui n'aurait pas été possible. Et puis même dans ce cas-là, dans une étude randomisée par tirage au sort comparative, on a montré que dans ce cas-là, eh bien, il y avait une amélioration de la survie lorsqu'il y avait la chimiothérapie avant la chirurgie. Et c'est, comme on dit dans la recherche en médecine, c'est significatif parce que ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire que cette différence ne pourrait être due au hasard qu'avec une chance sur 10 000. Donc, on considère que vraiment, c'est cette différence de traitement qui explique la différence. Les effets secondaires. Alors, il y en a qui sont bien connus, hein, les nausées, les vomissements, la perte de cheveux. Bon, il y en a qui sont plus sérieux, plus rares, mais connus, prévisibles, contrôlables, les effets sur le cœur, les effets atteintes rénales, neurologiques. Alors, ils sont contrôlables, mais du coup, ça réduit aussi l'utilisation des médicaments, les doses, la quantité, la durée. Et donc, on est obligé d'en tenir compte quand on prescrit les traitements. Bon, bien sûr, ça, c'est un élément qui peut être négatif. Mais ce qui est le plus grave dans les effets des chimiothérapies, c'est ça. Et là, je vais en parler pendant un petit moment parce que c'est un élément très important, c'est l'aplasie médulaire. C'est quoi l'aplasie médulaire? C'est qu'il n'y a plus de cellules de la moelle. Vous l'avez vu avec l'histoire de l'hypérite. À partir du moment où on a un traitement qui bloque les mitoses, ça bloque aussi les mitoses normales. Or, dans l'organisme, bon, on a des renouvellements de cellules, il y a des tissus qui se renouvellent un peu, le tissu intestinal se renouvelle un peu. Le tissu qui se renouvelle le plus vite et le plus souvent, c'est la moelle osseuse. Les globules rouges, ça vit 2 mois. Les plaquettes, elles vivent 10 jours à peu près. Et les globules blancs, 5 jours. Et donc, évidemment, au bout de 5 jours, il faut le renouveler, hein, parce que les microbes, ils sont toujours là. Donc, la moelle est toujours en mouvement, en train de se multiplier. Et donc, si on fait une chimiothérapie, forcément, on entraîne une baisse des globules plus ou moins importante. L'idée est tout de suite venue de dire, on a un traitement qui marche bien, on va augmenter les doses pour tuer plus de cellules tumorales. Oui, mais dans ce cas-là, on tue aussi on bloque encore un peu plus les cellules de la moelle. Et donc, si on augmente encore les doses, eh ben, on risque d'entraîner des infections et des infections qui peuvent être mortelles, des septicémies.
Or, vous savez que, bon, on sait tous que chez les malades sont en aplasie, qui ont des traitements très lourds, on peut les mettre en chambre stérile. Mais vous savez que nous sommes plein de microbes. Dans notre tube intestinal, nous avons énormément de microbes. Et donc, et on a en permanence des microbes qui passent dans le sang. Quand ils arrivent dans le sang, on a notre escadron de CRS qui arrive et qui les bouffe. C'est les polynucléaires. Mais si on n'a plus, eh bien, en quelques heures, ils peuvent faire une septicémie mortelle. Et donc, bien sûr, on a envie d'utiliser l'effet dose. Mais comment faire? Alors, dans un premier temps, on y est arrivé quand même pour les leucémies aiguës de l'adulte. On y est arrivé puisqu'on était jusqu'à 80% de cas de rémission. Comment? Parce qu'on n'a pas fait une dose massive tout de suite, mais on a fait un premier traitement, une rémission, puis on s'est dit maintenant qu'il va mieux, je vais en faire un deuxième à dose aussi forte. Un deuxième, puis un troisième. Et bien, comme ça, en faisant donc 3 fois des traitements qui entraînent comme à chaque fois des aplasies de 2 à 3 semaines. Hein. Donc, c'est pas rien. Mais on peut gérer, on a des antibiotiques, on surveille, on met malade en, en chambre stérile, et on y arrive. Et on a guéri jusqu'à 30% de ces leucémies aiguës qui étaient incurables avant. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Parce que c'est pas assez 30%. Alors c'est là qu'est arrivé le professeur Thomas aux États-Unis, qui a fait la première allogreffe de moelle, la première greffe allogénique, c'est-à-dire à partir de la moelle de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'était chez un malade leucémique qui avait un jumeau. Vous voyez, ça date de 1956. Formidable, ça a marché. Le malade a guéri et ça lui a donné le prix Nobel. 2 ans après, Georges Mathé, qui est un élève de Jean Bernard, qui était celui qui a créé l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, a réalisé les premières allogreffes. On lui a envoyé 3 ingénieurs yougoslaves qui avaient été irradiés dans une centrale nucléaire. Il a fait la greffe, formidable, les 3 greffes en prise. En 1 à 3 mois, les malades sont morts. Et pourquoi? Et parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, c'était les rejets qui dépendent non pas du groupe ABO, comme on pouvait penser, le groupe ABO des globules rouges, mais d'un autre groupe beaucoup plus complexe, le complexe HLA, Human Leukocyte Antigen, qui a été découvert, vous voyez, à peu près à la même époque par Jean Dossé, qui va donner aussi le prix Nobel. Et ça a permis de se rendre compte que, eh bien, ce complexe était indispensable et contrôlait l'acceptation ou le rejet des greffes. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on a commencé à essayer de chercher des groupes HLA identiques. En fait, vous allez voir on les a fait dans la famille. Et Georges Marté a pu en 63, cette fois-ci, faire une première greffe de moelle, allogreffe de moelle, à partir d'un frère d'un sujet qui avait été atteint d'une leucémie aiguë, qui était en rémission et à qui on faisait, c'était le traitement qu'on faisait à ce moment-là, la grosse Bertha, l'effet dose, boum, pour taper sur ce qui pouvait rester, c'était une irradiation corporelle totale, comme les ingénieurs yougoslaves. Et là, ça a marché parce que la greffe était compatible. Alors là, je ne vais pas trop m'étendre, mais le groupe HLA, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'allèles, mais il y en a essentiellement 4 très importants, A, B, C, D. Et tout ça, c'était pour dire que quand on est un enfant qui a une leucémie aiguë, voilà les 4 groupes HLA possibles qu'il peut y avoir chez ses frères et sœurs. Donc, il y a une chance sur 4 pour qu'un de ses frères et sœurs ait le même groupe que lui. Hein. On a, voilà, il reçoit un groupe, un chromosome du père, un chromosome de la mère, donc voilà, une chance sur 4 pour que ça soit le même. Ce qui n'est pas beaucoup, ce qui limite évidemment le type d'allogramme. Alors depuis, vous savez qu'on a ouvert les possibilités de faire des greffes en dehors de la fratrie. Et il suffit de se faire typer son groupe HLA. On est emmagasiné dans les ordinateurs et on peut être contacté pour si on a le même groupe de quelqu'un qui n'a pas de frères et sœurs et qui peut avoir besoin d'une greffe. Alors, bon, je vois que je ne vais pas arriver à tenir tout ce que je voulais, mais
là, je voudrais quand même revenir sur, continuer sur ce concept de la greffe de moelle et du rejet. Ce qui se passe dans ces greffes de moelle, c'est pas un rejet de la moelle. Pourquoi? Parce que le malade à qui on fait la greffe, il a, avec son traitement, il a plus de moelle, mais dans la moelle, il y a aussi ce qui fabrique les lymphocytes, qui sont les cellules d'immunité. Donc, il n'a plus d'immunité. Donc, il n'est pas capable de rejeter la moelle. Mais on va lui greffer une moelle qui contient ce qui va permettre à la moelle de se reconstituer, de donner, fabriquer des globules rouges, des globules blancs, etc. Mais il a aussi les cellules de l'immunité. Les cellules d'immunité qui vont arriver dans un corps étranger et qui vont l'attaquer. Et donc, c'est une réaction du greffon contre l'hôte et pas un rejet de greffe. Et donc, c'est la moelle qui va tuer le malade. Voilà ce qui se passait dans les premières greffes qui ont raté. Maintenant, on a une sélection des donneurs. On a surtout énormément progressé dans les traitements immunosuppresseurs. Il faut que ça soit, on bloque tout de suite la réaction de greffon au départ, et puis ensuite on l'allège, parce qu'il ne faut quand même pas complètement inhiber l'immunité, et ça s'améliore. Alors, là-dessus, on pourrait se dire, mais ce qu'il faudrait faire, c'est faire des greffes avec un jumeau vrai. Oui, bien sûr. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de traitement immunosuppresseur. Mais il y a des études qui ont montré qu'il y avait plus de rechutes avec les allogreffes en dehors des jumeaux, les allogreffes à partir d'un frère ou d'une sœur qui n'était pas un jumeau. Parce que quand il y a un jumeau, il y a absolument tout qui est identique. Quand il y a pas quand c'est pas un jumeau, mais que c'est a priori un chalet identique, il y a quand même des sous-groupes qui peuvent intervenir. Eh bien, on s'est rendu compte dans ce cas-là que l'allogreffe, elle est utile pour permettre d'éviter les infections à cause de l'aplasie, mais pas que ça. Les lymphocytes du donneur vont aussi avoir un rôle anticancéreux, anti-leucémique. Et donc, c'est ça qui permet déjà de se rendre compte que l'immunothérapie a un rôle très important dans les leucémies et en cancer en général. Alors, on a même, ensuite, on s'est posé la question, et de l'autogreffe. L'autogreffe, donc, pas dans les leucémies, mais dans un lymphome, une maladie grave, une maladie qui va assez vite et on voudrait taper très fort. Certains cancers, est-ce qu'on peut faire une autogreffe? Dans les lymphomes graves, on a montré que c'était très efficace. Et dans ces lymphomes graves, l'effet dose, boum, avec l'autogreffe du malade. L'autogreffe du malade, ça consiste à, on fait un premier traitement qui met une rémission, on prend de la moelle. Autrefois, on le faisait au bloc opératoire. Maintenant, on a un stratagème, on fait sortir les cellules de la moelle dans le sang, et c'est comme un don de sang. On prend la moelle, on redonne les globules rouges au sujet, et on met la moelle de côté. Et puis, on fait le traitement massif, et puis on lui redonne la moelle, tout de suite, 24 heures après, elle va se remettre dans les os, et elle va réduire une aplasie qui aurait pu durer 2 mois à 5 jours. Et donc, ça permet d'avoir cet effet dose en le supportant bien. Et même, on a essayé dans les autres cancers qui sont à cinétique plus lente, ça marche moins bien. On a même essayé dans le myélome, la maladie dont je vous ai parlé, qui est une cinétique aussi lente, plus lente que les lymphomes graves. Est-ce que ça peut marcher? Eh bien, notre groupe a montré qu'effectivement, voilà, on fait un début de traitement, 6 cycles de traitement dans le groupe standard avec le traitement conventionnel, il y a 1 an de traitement. Et là, il y a juste 6 cycles à 3 semaines d'intervalle. Et puis, on fait le prélèvement de moelle, on fait le traitement intensif et autogreffe. Et vous voyez qu'il y a une différence là aussi très significative en faveur de l'autogreffe. Et c'est pour ça que ça l'est encore. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais c'est encore le traitement de référence du myélome chez les gens qui peuvent le supporter. Je ne vais pas trop m'étendre, mais on a même montré, c'est des Français qui ont montré que même dans la leucémie aiguë, c'est paradoxal, la leucémie aiguë, on fait une rémission complète, on sait qu'il reste des cellules de la moelle qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il en reste, puisque c'est pour ça qu'on va faire un traitement complémentaire. On prélève de la moelle, on la congèle, on fait encore un traitement, on fait le traitement massif, on redonne la moelle où on ne voit pas de cellules leucémiques, mais on sait qu'il y en a, eh bien, dans 30% des cas, il va y avoir des guérisons. Pourquoi? Mais parce que l'effet dose a tellement diminué les cellules tumorales qui restaient
que ce qu'on va apporter va être inférieur va être dominé par les cellules de l'immunité du sujet qui a repris du poil de la bête. Et donc, de nouveau, on voit l'importance de l'immunothérapie. Alors, les thérapeutiques ciblées, je vais aller plus vite parce que sinon je ne vais pas y arriver, mais c'est pour rappeler que les cellules tumorales, toutes les cellules, c'est un peu comme des sphères qui sont entourées d'une membrane où il y a plein de petits trucs. Il y a des plaques d'immatriculation qui sont les antigènes sur lesquels on fabrique les anticorps, mais il y a des récepteurs qui ont des fonctions particulières. Par exemple, il y en a pour le cancer du sein, les cellules du cancer du sein, elles ont des récepteurs comme les cellules normales du sein, pour les hormones, les œstrogènes. Le sein, il réagit en fabriquant du lait sous l'effet d'œstrogènes. Eh bien, on a montré, ce qui n'est pas le cas de tous, hein, mais d'à peu près 3/4 des cancers du sein, il y a des récepteurs pour les œstrogènes. Bien, si on bloquait ces récepteurs par un anti-œstrogène, ça a été l'hormonothérapie. Il y a d'autres sites d'action qui reçoivent des stimuli qui vont activer la cellule, qui vont, par exemple, la faire proliférer. Alors, voilà, pour le cancer du sein, il y a eu le tamoxifène, qui est le premier anti-œstrogène, qui bloque le récepteur. Eh bien, effectivement, on a montré que les œstrogènes augmentaient la prolifération des cancers du sein et les anti-œstrogènes les bloquent. On a même fait des ovariectomies dans ce cas-là. Cancer de la prostate, là c'est plutôt les androgènes. Eh bien, on utilise les anti-androgènes pour bloquer l'activation des cellules cancéreuses. Je vais passer sur celui-là, il y a plein de récepteurs qu'on trouve comme ça. Et je vais quand même juste revenir sur ma fameuse leucémie myéloïde chronique pour montrer quel est ce traitement qui donne au ministre des Finances. C'est l'imatinib. C'est un inhibiteur de tyrosine kinase. Qu'est-ce que c'est que la tyrosine kinase? C'est un récepteur de membrane sur lequel va agir un facteur qui stimule la prolifération cellulaire. Dans cette leucémie chronique, il y a ce qu'on appelle une translocation. Au cours d'une division de cellules de la moelle, il va y avoir une erreur. Il y a un bout de ce chromosome qui va changer avec celui-là. Et vous voyez que c'est un gros bout qui se met là, et un tout petit bout qui se met là. Ça va faire un chromosome anormal qu'on appelle le chromosome Philadelphie parce qu'il a été découvert à Philadelphie. Et ça va mettre en relation deux gènes. Et quand ces deux gènes sont mis en relation, eh bien, ça stimule en permanence ce fameux récepteur de tyrosine kinase. Ça l'excite en permanence. Et un peu, si vous voulez, la comparaison que je pourrais faire, c'est votre voiture. Vous avez un démarreur. Eh bien, c'est comme si votre démarreur était en marche, même quand on enlevait la clé. Eh bien, le médicament en question, l'imatinib, il se met là et il tourne la clé et ça arrête le processus. C'est magique. Et voilà les progrès, l'évolution des traitements dans cette leucémie chronique. Vous voyez l'hydroxyurée, là, c'est ce que j'utilisais. Il y a eu la greffe de moelle, il y a eu l'interféron qui a amélioré certains maladies, mais qui est extrêmement dur à tolérer parce que c'est des très fortes doses. Et puis voilà, notre imatinib. Il a des petits frères. Plus ça va, plus les petits frères sont efficaces et bien tolérés. Alors, vous voyez, ça se termine toujours par inhib. C'est des inhibiteurs de cette fameuse tyrosine kinase. Est-ce qu'on va arriver vers la guérison? Oh, on n'en est pas loin, hein, vraiment. Et vous voyez l'évolution, la survie de cette maladie, leucémie chronique. Vous voyez l'espérance moyenne de vie. Hein, ça, c'est quand j'étais interne. Hein, c'était voilà, même pas 3 ans. Vous voyez, ça a augmenté de plus en plus. Et là, on est dans les années 2000 et ça continue d'augmenter. Hein, donc, vous voyez, c'est assez spectaculaire. Je passe, on en trouve aussi ces inhibiteurs anti-tyrosine kinase ou anti-autres récepteurs dans des cancers, dans l'hématologie. Vous voyez, le cancer du rein, je crois que je vous montre une courbe là, c'est les cancers du rein métastatiques, hein, c'est ça, dans des formes graves. Hein. Les essais thérapeutiques qu'on fait, c'est toujours dans des formes qui ont résisté au premier traitement. Et donc, vous voyez, le traitement contre un placebo, là encore, il n'y a pas photo hein, pour ce qui est de la survie. On arrive enfin à l'immunothérapie.
Immunothérapie, les premiers essais d'immunothérapie, ça a été avec l'antigène CD20 qui est porté par beaucoup de lymphocytes B et notamment beaucoup de lymphocytes B des maladies malignes, des lymphomes, les leucémies B, la leucémie lymphoïde chronique B, etc. C'est un antigène, une plaque d'immatriculation, 75, quoi. Hein. Eh bien, on a fabriqué l'anti-75, l'anti-CD20, le rituximab. Et voilà, c'est encore une étude française, celle du GELA, qui associe aussi des Français francophones, parce qu'il y a aussi beaucoup de Belges. Et vous voyez la différence de survie là aussi qui était tout à fait nette entre, puisque vous voyez que la survie, la médiane de survie est passée pour la chimiothérapie classique qui était la meilleure, 3 ans et demi à plus de 8 ans lorsqu'on a associé le rituximab. Or, depuis, ça a encore progressé parce qu'il y a d'autres anticorps monoclonaux. Voilà, on a trouvé un autre anticorps, on peut même les combiner. Et vous voyez que dans plein de cancers, on trouve maintenant ces anticorps monoclonaux. Hein, c'est MAB, c'est monoclonal antibody. Donc, il y a plein d'anticorps monoclonaux. Alors maintenant, il y en a presque une centaine. Alors, qui sont plus ou moins puissants, qui peuvent s'associer ou non. Vous voyez, dans les leucémies, mélanome, etc. Je crois que mélanome. Ah, ça c'est aussi très important. Vous savez que ces cochonneries de cellules tumorales, elles sont très malignes. Parce que, voyez, voilà ce qui se passe. Bon, on a des antigènes dérivés de ces tumeurs. On a des cellules qui vont les chercher, qui vont les apporter dans les ganglions, nos casernes de pompiers, de CRS, qui vont nous donner à nos CRS les lymphocytes T. Les lymphocytes T vont s'activer, ils vont attaquer l'ennemi. Mais voilà que ces tumeurs ont la possibilité de se mettre une armure. Elles savent reconnaître une structure qui s'appelle PD1 sur les lymphocytes. Vous voyez, ça s'appelle PDL1, qui va bloquer le lymphocyte et ça inhibe son action. Et donc, eh bien, vous pouvez avoir tous les lymphocytes que vous voulez, ça ne marchera pas. Eh bien, quand on a trouvé ça, il n'y a pas très très longtemps, hein, ça fait 10-12 ans, eh bien, on a trouvé des anticorps, on sait fabriquer des anticorps, mais il y en a plein de sortes. Ça a commencé dans les cancers du poumon, les mélanomes, et qui soit permettent de camoufler ça chez le lymphocyte, soit le bloquent sur les cellules tumorales. Et donc, ça, c'est un des progrès de l'immunothérapie. Alors, bien sûr, les cellules tumorales arrivent à en fabriquer un autre, c'est l'anti-CDLA4, mais les biologies sont aussi très forts et on a fabriqué un anticorps contre ce CDLA4, et ce qui, encore une fois, va supprimer cette nouvelle armure des cellules tumorales. Donc voilà, donc vous imaginez bien que quand on a un premier traitement et qu'on peut coupler ça avec ces traitements qui bloquent la réaction de défense anti-immunitaire des cellules tumorales, eh bien, on va être très efficace. Là, c'est dans le mélanome, c'est juste pour vous montrer la découverte progressive de tous ces traitements. Voilà, on a découvert le concept en 2000 des PD1, PDL1, etc. Ensuite, on a fabriqué les premières molécules. Et ensuite, il y a les essais thérapeutiques. Il faut du temps. Vous voyez qu'il a fallu 8 ans pour que ça soit approuvé. Alors, heureusement, on a les malades qui étaient sous essais thérapeutiques ont bénéficié et on a pu avoir des autorisations temporaires. Et donc, de pouvoir soigner des malades quand on avait des arguments pour dire oui, ça marche et ça sauve des malades. Et donc, vous voyez les progrès et le résultat en termes de survie à 2 ans, avant tout ça, 15% pour les mélanomes, là c'est mélanome grave, hein. On est arrivé à 2011, 45%, 59%, 64% maintenant avec les derniers, et l'association de 2 de ces anti-PD1, PDL1. Et regardez l'évolution de la survie au fur et à mesure qu'on ajoute ces traitements. Et le dernier, c'est l'association que je vous mettrai là, voilà, l'association de ces 2 anti-PD1, PDL1. Vous voyez que l'espérance de vie s'améliore de façon tout à fait spectaculaire. Alors, là, je vais accélérer pour arriver au myélome. C'est avec ça que je vais terminer. Le myélome, ouais, la succession des traitements. Là, vous aviez les chimiothérapies au départ, il y a le melphalan, les corticoïdes qui ont été très utilisés. Les premières chimiothérapies,
Et puis, ce dont je vous ai parlé, l'intensification avec l'autogreffe de moelle, ça commence à s'améliorer. Et puis, là aussi, c'est comme pour les imides de la leucémie chronique, on a trouvé là aussi des traitements ciblés contre donc les imides contre des cibles particulières des cellules du myélome. Donc c'est intéressant parce que c'est très bien toléré sur le plan hématologique, ça n'agit pas sur la prolifération de la moelle, c'est bien toléré d'une manière générale, pas beaucoup de facteurs d'effets secondaires. C'est pas bien toléré par le ministre des Finances, toujours, un peu moins quand même que l'autre. Mais voilà, et vous voyez commencer à monter les taux de guérison. Et puis, on a ces fameux anticorps monoclonaux, le daratumumab, encore un anticorps monoclonal qui agit sur encore un marqueur particulier qui est dans le myélome. Et donc, vous voyez, ça continue. Et puis, encore un autre. Et puis, je vais terminer par ça, par les CAR-T-cells et les médicaments bispécifiques, parce que ça, c'est aussi assez magique. Alors, ça, c'est un anticorps monoclonaux bon, qui agit sur les récepteurs du myélome. Et ces anticorps, ces protéines, médicaments bispécifiques, c'est encore très, très, très alléchant. C'est un anticorps qui va agir sur deux antigènes. Un antigène de la tumeur, donc le myélome, et un récepteur de ces fameux lymphocytes. C'est-à-dire qu'il va attirer les lymphocytes pour le mettre en contact avec la tumeur. Et donc, on comprend que ça, effectivement, ça se vérifie. Et ça, c'est un très net progrès, mais depuis 5 ans. C'est des médicaments que je n'ai pas connus. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans. C'est un médicament que je n'avais pas en main. Donc, vous avez l'action, il agit contre le CD38 de la cellule du myélome et sur la lymphocyte, et la lymphocyte va pouvoir attaquer la cellule du myélome. Et alors ça c'est dans une leucémie, je vais passer parce qu'il y a plus important. Mais vous voyez, des anticorps monoclonaux ciblant un antigène et portant une molécule toxique, on commence à en avoir de plus en plus. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est encore le degré supplémentaire. Vous imaginez, pendant la guerre mondiale, on envoie une bombe sur Dresde. Dresde qui a été anéanti. Bon. Mais au lieu d'envoyer une bombe n'importe comment, on va envoyer un obus qui ne détecte que les canons. Et donc l'obus va tomber sur les canons. Ben, c'est ce qui se passe. Là, un anticorps monoclonal qui est associé à une chimio, si vous voulez. Et donc, ça va attaquer l'antigène qui est sur la cellule cancéreuse et ça lui donne la chimiothérapie. Et vlan. Donc, ouais, il y en a plein qui commencent à apparaître. On va en avoir de plus en plus. Alors, il y en a dans le myélome, mais c'est tout récent. Je crois qu'ils ne sont pas encore commercialisés. Ils sont encore dans les essais. Mais les résultats, bien sûr, ces essais, c'est toujours chez les malades qui sont 3e, 4e, 5e rechute, donc qui sont très graves. Et on a des taux de réponse absolument incroyables. On arrive, j'ai les deux dernières notions. J'arrive presque à la fin. Là, c'est le CAR-T-cell. CAR-T-cell, là aussi, moi, je n'ai pas connu, c'est pas encore complètement commercialisé. Il y a 15 centres en France qui l'ont testé dans les essais thérapeutiques et qui vont pouvoir l'utiliser. C'est quoi ça? Donc, en l'occurrence, on prend le myélome. On commence par traiter le myélome par les traitements daratumumab, etc., les thérapeutiques ciblées dont je vous ai parlé, qui déjà sont très efficaces. Peut-être encore une autographe de moi dans certaines formes graves chez les sujets pas trop âgés. Donc, on a déjà une réponse. Eh bien, on va prélever du sang, un peu comme une transfusion de sang, un prélèvement de sang. On prend du sang du sujet, on va lui donner ses globules rouges, et dans les globules blancs, eh bien, on a ces lymphocytes, ce que j'appelle les CRS. On les met de côté. Et au laboratoire, on va y ajouter un antigène particulièrement puissant de la cellule tumorale. Et ça prend du temps, ça prend 2 mois. Et donc, en laboratoire, on met en présence des lymphocytes du malade cet antigène. Bon, donc les lymphocytes ils sont hyper immunisés, ils n'attendent plus qu'à attaquer l'ennemi.
on les réinjecte, et voilà ce qui se passe. Ils reconnaissent la cellule tumorale, et boum, il la bousille. Ça, c'est le carticelle. Eh bien, les premiers résultats faits chez des malades en rechute, XM rechute, sont absolument spectaculaires pour l'instant. Alors, c'est compliqué, il y a quand même quelques effets indésirables. Il ne faut pas que le malade soit trop immunodéprimé avant. Donc, il faut donner plutôt avant des traitements qui pourraient être immunosuppresseurs. Mais voilà, ça va être un traitement majeur des myélomes, mais probablement d'autres maladies. Ça va se développer. Ça commence à se développer dans des cancers, cancer pulmonaire, cancer du rein, je crois aussi. Alors ça, c'est juste au passage pour montrer que les sujets âgés de plus de 65 ans à qui on ne donne pas d'autogreffe de moelle parce qu'ils sont trop âgés, vous voyez qu'avec les nouveaux traitements, ben, ils ont des survies équivalentes. Donc, vous voyez, on a vraiment de bonnes raisons d'espérer, même pour ceux à qui on ne pouvait pas faire des traitements très lourds et curables, des résultats. Et je termine, là, c'est les 3 dernières diapos, par vaccin anti-cancer. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Alors ça, c'est simple. Alors, je l'ai pioché au dernier congrès américain de cancérologie du mois de juin. Donc, vous voyez, c'est pas très vieux. Eh bien, le concept, c'est pas d'empêcher le cancer, c'est d'empêcher la rechute du cancer. Et alors, on a commencé d'abord à le tester, enfin, on y réfléchit dans les cancers de mauvais pronostic. Et donc, là, l'idée, c'est un peu comme mon carticelle de tout à l'heure, sauf que, ouais, là encore, c'est les progrès incroyables de toutes les sciences. Et parmi vous, il y en a qui sont bien plus compétents que moi dans des tas de sciences qui vont comprendre ce dont je vais parler. C'est l'intervention de l'intelligence artificielle. Parce que là, dans ce cas-là, on prend les lymphocytes du sujet, comme tout à l'heure, mais on va y mettre non pas l'antigène que je connais bien, qui est très parlant de la tumeur, on met en contact les cellules tumorales, on fait intervenir, alors là je ne sais pas du tout comment, je reprends tel quel, je ne sais pas le détail, dans le système d'intelligence artificielle, et avec l'intelligence artificielle, on va sélectionner non pas un antigène, mais une trentaine d'antigènes. Et donc, on va rendre vraiment nos lymphocytes vraiment hyper voraces contre la cellule tumorale. C'est, paraît-il, très bien toléré, ça, c'est les premiers essais. Hein. Les premiers essais, ça a été essayé dans des cancers ORL étendus. Cancers ORL qu'on ne peut pas opérer, qui sont étendus ou métastasés. On fait ça avec des résultats, des absences de rechute, enfin, c'est à 10 mois, mais dans des formes extrêmement évoluées comme ça, c'est extrêmement prometteur. Et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un vaccin général contre le myélome, c'est un vaccin contre le myélome, le cancer de ORL du sujet, puisqu'on prend les cellules tumorales trouvées chez ce sujet, qui n'ont peut-être pas les mêmes antigènes que celui du voisin. Et donc, ça va être cette fois-ci un vaccin vraiment très personnalisé. Et dont le but, c'est d'éviter. Alors, pour l'instant, on le fait dans des formes graves. Mais on peut imaginer chez des malades dans le futur, un malade qui a une leucémie aiguë, qui a un cancer du poumon, un cancer grave, on a contrôlé, on a une bonne réponse, même peut-être une rémission complète. On va injecter ça alors qu'il est très peu tumoral. Eh ben, effectivement, il n'est pas du tout. Ça va avoir un peu le rôle du vaccin. Et donc, il n'est pas exclu qu'on ait de cette façon trouvé. Vous voyez, c'est déjà testé dans mélanome, les glioblastomes, le cerveau. Les tumeurs du cerveau, c'est pas marrant, c'est pas facile à traiter. Hein. Euh, euh, donc, ouais, cancer du pancréas, etc. Donc, on a réellement maintenant une visée pour apporter des traitements par l'immunothérapie complètement inattendus dans plein de tumeurs cancéreuses, malignes.
Alors, bon, je vais vous donner, mais ça dépend du type de cancer. Là, j'ai dit une résection. Bah, une leucémie, il n'y a pas de résection, hein. Donc, il y a quelquefois une chirurgie, tumeur du sein, on commence par l'enlever. Ça, c'est assez logique, hein. Et puis, éventuellement, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une chimiothérapie avant. Et puis, éventuellement, on fait ensuite un traitement ciblé pour éviter la rechute. Alors, pour d'autres cancers, ça va être peut-être encore la radiothérapie, probablement très ciblée là aussi, et une chimiothérapie. Éventuellement, encore dans quelques cas, un traitement intensif avec une greffe. Et probablement, là encore, pour éviter la rechute, alors soit un traitement ciblé, soit une immunothérapie adaptée aux antigènes qu'on a trouvés, soit CAR-T-cell, soit vaccin anti-cancer. Mais donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ont bougé quand c'est depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Euh, Certaines que je suspectais à la fin de ma carrière, mais d'autres que je ne suspectais absolument pas. Et donc, il y a réellement, quand je vous disais, est-ce qu'on va pouvoir guérir des cancers, ben, on se dit que ce n'est pas impossible qu'on en guérisse beaucoup. Merci. Vous avez peu parlé des traitements par rayon. Donc la question, c'est comment ce type de traitement se rattache à ceux que vous avez décrits là ce soir? Euh, alors, c'est vrai que je me suis surtout ciblé sur les traitements médicaux, mais les rayons gardent leur place dans un certain nombre de ces tumeurs. Bon, j'ai montré pour le cancer du rectum. En hématologie, c'est encore utilisé dans l'analyse de certains lymphomes. Mais les progrès sont tels qu'il n'est pas invraisemblable que ça diminue très vite, beaucoup. Alors, on utilisait aussi les rayons à titre symptomatique, antalgique, hein, pour calmer des douleurs, dans des cas qui étaient pas, euh, pour lesquels on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on pouvait calmer des douleurs, même dans le myélome d'ailleurs, hein. Ça guérit absolument pas le myélome. Alors, sauf éventuellement l'irradiation corporelle totale, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de traitements efficaces que ça va aussi beaucoup diminuer. Donc, c'est pas impensable, à mon avis, mais enfin, je m'aventure un peu, peut-être qu'il y a des spécialistes qui diront le contraire. Il n'est pas exclu que dans un avenir assez rapide, mais enfin peut-être à 10 ans, la radiothérapie disparaisse quasiment, c'est pas exclu. D'accord, une obsolescence annoncée donc. C'est pas impossible. Une autre question sur les traitements aussi, c'est c'est une question qui porte sur les soins laser. Et donc, quel progrès on observe justement sur Ah les ben, soins? ça, c'est en particulier en chirurgie. Ben, là, je crois que bon, c'est un réel progrès. Enfin, c'est une aide pour les chirurgiens qui, je crois, est tout à fait vérifiée. Mais enfin, pour moi, c'est dans le cadre de la chirurgie. D'accord, oui, oui. Et justement, le dépistage, vous l'avez abordé au début, donc le dépistage a fait énormément de progrès. Oui, Est-ce qu'on peut penser que cette progression va continuer aussi de manière significative? bah, il faut espérer que la population va s'y prêter. On a vu les difficultés qu'il y a eu, par exemple, à développer le vaccin anti-papillomavirus, alors que c'est vraiment un plus. Euh, bon, j'ai encore vu euh, je dirais pas que fait partie des complotistes, mais enfin, c'est pas loin des anti-dépistage du cancer du côlon et du cancer du sein. Bon, je pense que effectivement, il faut développer. Est-ce qu'on peut en dépister? Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à faire utiliser l'imagerie que j'ai montrée tout à l'heure pour faire à tout venant des pissages systématiques? Là, je crois que là, ça serait complètement excessif. Je pense qu'il faut être raisonnable. En tout cas, il faudrait démontrer que ça sert à quelque chose. Pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord. Mais en revanche,
Alors, ce qui va être intéressant dans le dépistage, alors en tout cas, sûrement pas multiplier les imageries systématiques. Mais en revanche, là, je l'ai supprimé de mon diaporama parce que je pensais que j'avais pas le temps. Euh, mais il y a une publication de cette année qui montre l'intérêt, je crois que si je l'ai cité un tout petit peu, qui montre l'intérêt de dépister un cancer par un prélèvement sanguin recherchant les protéines cancéreuses devant un symptôme. Hein, un symptôme qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il peut y avoir un cancer caché? Je fais ce prélèvement. Alors, le tout, c'est il faut que ça puisse toucher. Alors, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir toucher tous les types d'antigènes, je ne sais pas. Mais donc là, ils ont démontré dans une étude sur une centaine de personnes qui étaient pour symptômes, ils ont démontré effectivement qu'ils détectaient un certain nombre de cancers qui étaient des surprises, quoi. Donc ça, on peut penser que ça va se développer. Ça, c'est une source de progrès possible. Ouais, c'est plus sur la précocité du diagnostic que Voilà, la véritablement précocité du diagnostic, absolument. Oui, absolument. Parce que ça trouve à chaque fois des cancers qui sont pas évidents, donc plus précoces, donc plus facile à guérir. Je me pose la question avec cette amélioration des traitements, autant des cancers du sein que d'autres, comme tu as pu le montrer là, du facteur de confusion lié aux études anciennes sur le dépistage précoce et comment on pourrait faire aujourd'hui pour avoir un niveau de preuve suffisant de l'utilité du dépistage avec des traitements qui évoluent aussi vite et aussi souvent. Est-ce que tu as une idée là-dessus? C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque qui est faite régulièrement dans ces histoires de dépistage. Bon, j'ai pas de réponse immédiate là. J'ai une question qui concerne le coût des nouveaux traitements. Ah, J'ai lu des chiffres absolument invraisemblables, des 300 000 euros par traitement. Comment tu considères que les sociétés vont pouvoir supporter ce genre de choses? encore une question qui, qui me laisse quoi? Mais non, c'est un réel problème, ça. Alors, peut-être que au tout début, c'est toujours des sommes monstrueuses et que ça va probablement s'atténuer un peu. Mais ça n'empêche que ça va être un problème. J'ai parlé des carticelles. Alors, c'est vrai que discuter avec mes collègues qui sont actuellement opérationnels, ils ont eu ça dans le cadre des essais thérapeutiques et ils se disent eux-mêmes comment est-ce qu'on va avoir le droit d'en faire. Alors pour l'instant, je crois que c'est limité à 2 par mois par centre, mais est-ce qu'on va avoir le droit d'en donner à tout le monde alors que en théorie, ça serait logique de proposer à plein de cancers, quoi. Euh, Bon, ben, oui, je suis content de ne pas être ministre. on peut penser que plus il y aura de consommateurs de ces produits, si on peut utiliser ce terme, ça aura aussi une répercussion sur les coûts, peut-être. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais on parle. Mais peut-être aussi que le progrès des traitements intermédiaires, des anticorps monoclonaux, des thérapeutiques ciblées qui sont déjà chers quand même, hein, c'est un peu plus que le paracétamol. Hein. Euh, mais ils sont peut-être, enfin, on voit déjà que ça améliore déjà beaucoup la survie et la survie sans rechute. Et donc, peut-être qu'on pourra limiter à un petit groupe de sujets un peu plus à risque. Bon, on peut espérer ça. Mais bon, c'est une réelle question, une réelle question. Et donc, probablement que c'est quelque chose qui ne pourra se décider que, je sais pas, dans le G20, enfin, enfin une réunion en tout cas internationale, et avec entente entre les gouvernements et puis ceux qui produisent tous ces produits. Bon. Mais bon, pas Donc là, évident. ouais, on est donc sur la question de l'acceptabilité par bon, la société, les pouvoirs publics et autres.
Un ancien médecin, là, se pose aussi la question de l'acceptabilité par les patients eux-mêmes. Et se pose la question de l'acceptation de tous ces nouveaux traitements par les patients et de ce fait, éviter qu'ils aillent se tourner vers des obscurantistes ou des charlatans ou pour des cancers qui n'ont pas été traités précocement, justement. Malheureusement, il y en a. Mais tous ces traitements dont j'ai parlé, tous ces progrès, ils viennent des essais thérapeutiques. Par définition, les essais thérapeutiques, ça veut dire qu'il y a des patients qui ont été informés, qui ont accepté d'entrer dans l'essai. Et donc, ça repose sur la relation médecin-malade et l'explication honnête et claire de l'effet des traitements. Mais comme il y a aussi Internet, il y a beaucoup de mauvais, mais pas que du mauvais, on peut penser qu'à partir du moment où on présente dans les médias de façon assez claire les progrès de tous ces traitements, si on commence à parler de vaccins anti-cancer et que les scientifiques interviennent pour dire oui, ça marche, ça va probablement aider à faire accepter ces traitements. Mais probablement que ça ne sera pas du 100% tout de suite. Oui. Ok. Et alors nous avons une question assez pointue et spécifique que je vous retransmets là. C'est la question, alors dans le cas de la leucémie myélomonocytaire chronique, Oui. où en fait on constate qu'il y a des mutations de gène TET2 sur les cellules souches qui sont souvent associées à la présence de ce cancer, de ce type de cancer. Et en fait, donc, la personne explique que on sait que les cellules mutées, donc les cellules cancéreuses finalement, ont un avantage sur les cellules souches qui ne sont pas mutées. Donc cette personne pose la question de savoir si on peut vraiment attendre quelque chose de l'injection de cellules souches qui ne sont pas mutées est-ce qu'on peut attendre quelque chose donc de mieux en utilisant des cellules souches qui auraient été réparées ou modifiées par exemple la technologie CRISPR-Cas9, est-ce que ça pourrait être plus efficace que de faire des injections de cellules souches natives, quoi, indemnes? Je pense qu'il y a, c'est peut-être une confusion là. Les cellules souches, elles sont là quand on a besoin de faire une greffe de moelle. La leucémie myélomonocytaire chronique, alors, il y a des formes qui deviennent aiguës, qui vont moins bien, mais c'est vrai que c'est une maladie plutôt d'évolution lente, chronique et qui peut pendant très 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 longtemps être suivie sans traitement vraiment très agressif. Mais si ça devient un peu plus agressif et qu'on envisage effectivement, pourquoi pas, un traitement intensif avec une greffe de moelle, la greffe, les cellules souches, elles sont là pour reconstituer une moelle normale. Effectivement, les cellules tumorales qui ont une mutation, la mutation fait qu'elles se mettent à proliférer, à plus respecter. Les cellules malignes, elles prolifèrent sans qu'on leur donne la permission. C'est ça la différence avec les cellules normales. Mais bon, on ne peut pas prendre les cellules souches et lui donner la mutation. Non, ça ne pourrait qu'aggraver les choses. Hein. Si on a besoin de faire une greffe, il faut donner des cellules souches normales. Mais à condition d'avoir agi sur les cellules tumorales. Alors, si on fait une greffe, c'est en tapant
comme je dit, la bombe atomique, quoi. Enfin, un traitement intensif. C'est quand même assez rare dans cette maladie qu'on ait besoin de faire ça. Euh, si elle évolue, commence à s'acutiser, c'est effectivement possible, pourquoi pas. Et le traitement, pas de raison de plus mal marcher que dans les autres formes de leucémie. C'est vrai que c'est pas très fréquent quand même. Est-ce que vous avez quelques observations ou idées sur la prévention? On connaît un certain nombre de facteurs de risque qui sont toujours les mêmes, hein, et qui se retrouvent toujours, hein, le tabac, l'alcool, l'obésité. Hein. Ah, une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi très, très intéressante. On sait que les surpoids favorisent les cancers. Euh, eh bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un lien entre l'intolérance à l'insuline, donc la diminution d'efficacité de l'insuline, comme on le voit dans surpoids les diabètes de l'obésité, et l'évolution cancéreuse. Eh bien, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Il y a des études qui ont testé et qui ont prouvé l'efficacité du glucophage. Hein, ce médicament qu'on donne aux diabétiques de la maturité, diabétiques qui s'accompagnent d'une intolérance à l'insuline, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration avec deux groupes en parallèle tirés au sort. Un qui, en donnant le même traitement anticancéreux, on ajoute le glucophage, eh bien, ça améliore la survie. Et donc, on voit qu'il y a effectivement une relation, et on comprend pourquoi, parce que ça joue sur l'immunité. L'insulinorésistance est liée à une mauvaise immunité anticancéreuse. Donc, vous voyez, maintenant, on va commencer à guérir des cancers en traitant le diabète. Hein. Bon, compte tenu justement des coûts de tous ces nouveaux traitements et de la limitation du nombre de prescriptions, comment envisager de faire face à la question de l'éligibilité au traitement? Est-ce que on a déjà des pistes consensuelles pour traiter cette question-là? Alors, premièrement, pour tous ces nouveaux traitements, ils arrivent tous ensemble, là, hein, donc c'est tout récent. Mais enfin, moi, je suis médecin, enfin, je serai dans mon service hospitalier, un malade est dans les créneaux qui justifient le traitement, je prescris le traitement. Euh, on est dans une période un peu difficile où même l'histoire de la ME, etc. Enfin, donc, oui, ça devient un petit peu compliqué, mais à partir du moment où c'est peut-être un problème très sérieux, même très grave à discuter politiquement. Mais est-ce qu'on continue de rembourser tous les médicaments tout azimut? Est-ce qu'il n'y a pas des médicaments moins graves, moins majeurs qu'on pourrait réduire un peu, dont on pourrait réduire le remboursement, par exemple? Bon, ça peut se discuter. Mais quand on a un traitement qui guérit le malade et si on ne lui donne pas, il ne guérit pas, moi, il n'y a pas de question. Enfin, mais bon, autre question. Là, on sort du scientifique. Hein, comme le disait le président tout à l'heure, là, c'est pas nous qui décidons. Hein. Cette fois-ci, Francis, tu as vraiment demandé la parole? Oui, parce qu'on travaille avec l'Agence du médicament de façon intime pour tenter d'éviter le bisusage et les surprescriptions et de travailler sur la déprescription d'un certain nombre de médicaments. Quand on a des traitements aussi coûteux soient-ils, mais aussi efficaces, il n'y a pas photo. Par contre, quand pour des raisons qui sont peut-être culturelles, on prescrit beaucoup plus de médicaments que d'autres pays européens, il y a sûrement plus de travail à faire de ce côté-là. Et c'est un travail à faire avec l'ensemble de la société, parce que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord
d'aller voir le médecin et qu'il ne vous donne pas d'ordonnance de médicaments, ils disent oui. Et quand ils sortent de chez le médecin, ils disent non. Il m'a rien donné. Et donc, il y a vraiment un problème culturel et je pense qu'il y a d'autres urgences si on veut faire des économies. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bien, écoute, je crois que Marie, il n'y a plus de questions, hein, je crois. Je crois qu'on a... Non, peut-être une question Vas-y. peut-être clin d'œil pour terminer. Moi, je fais le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur le diabète, mais peut-être que je fais le lien à tort. Mais quelqu'un vous demande donc, alors est-ce que vous allez donner raison aux prescripteurs de jeûne? Ah, oh ben, on est entre le jeûne et la suralimentation, il y a peut-être des limites. Mais non, non, non. Ils ne sont pas Il y a donnés peut-être un moyen terme, oui, feu vert, absolument. oui. Voilà. Voilà. Bien, écoute, Philippe, c'était absolument passionnant. Merci, merci beaucoup. Je voudrais dire une chose quand même, c'est que tu avais fait pour l'AFIS locale que je préside aussi une autre conférence sur l'histoire de la médecine qui est disponible sur notre site YouTube, le YouTube de l'AFIS 07 26 43, Ardèche, Drôme, Haute-Loire. Elle est accessible à tout le monde et on peut la voir. Elle est en ligne et elle est totalement passionnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.